dis pas à quel point on a galéré pour ce pays. Il y a tant de choses à commenter, on ne saurait même pas par où commencer. Déjà, le titre vous a un peu vendu la mèche. Le pays a 3 présidents de la République différents en même temps. C'est une anomalie unique en son genre. Donc, la Bosnie-Herzégovine est aux côtés de la Turquie et de l'Albanie, un des 3 seuls pays européens à majorité musulmane. Évidemment, cette singularité s'explique par son histoire. Déjà, la Bosnie-Herzégovine est formée par 2 régions, la Bosnie et l'Herzégovine. L'Herzégovine, au sud, représente 20% du territoire national. Le reste, c'est la Bosnie. On jette un coup d'œil à ces frontières, ça va nous aider à comprendre. Le pays est une quasi-enclave, si ce n'est pour sa ville portuaire Neum. Sauf que la ville est si mal reliée au reste du pays que le seul port international bosniaque, Brčko, donne sur le Danube au nord-est. C'est pas un hasard si le pays n'a qu'un accès très restreint à la mer. C'est une démarche de son voisin croate, un des protagonistes de la guerre des Balkans qui a déchiré la région dans les années 90. Alors, comment se retrouve aujourd'hui avec un pays avec 3 présidents et un accès presque inexistant à la mer ? Les accords de Dayton. Pour expliquer cette curiosité cartographique, il faut remonter au XVIIe siècle. À cette époque, l'Empire ottoman était la puissance occupante dans les Balkans. La ville de Dubrovnik connaît un nouvel âge d'or depuis que la série Game of Thrones y a été tournée. Mais celle qu'on appelle la perle de l'Adriatique n'a pas toujours appartenu à la Croatie. Il y a bien des années, elle était une entité autonome, la République de Raguse. La République de Raguse avait aussi une concurrente, la République de Venise, qui voulait prendre le contrôle de la mer Adriatique. Pour accomplir leur objectif, les Vénitiens ont conquis la côte dalmate, aujourd'hui la Croatie, jusqu'à atteindre Raguse, Dubrovnik. Pour éviter d'être absorbés par la République vénitienne, Raguse remit à l'Empire ottoman une bande de terre de 20 km. Ils avaient réussi à créer une zone tampon. Une stratégie payante pour Raguse qui réussit à se préserver d'une invasion vénitienne et qui conserve son indépendance jusqu'en 1806 avant de capituler face à l'armée de l'empereur Napoléon Ier. Donc voilà comment la Bosnie-Herzégovine s'est retrouvée avec un accès étroit à la mer Adriatique. On fait un bond dans le temps, les années 90 et l'effondrement de l'Union soviétique. Les anciennes républiques yougoslaves déclarent leur indépendance les unes après les autres jusqu'au tour de la Bosnie-Herzégovine en 92. Ni une ni deux, le conflit s'embrase. L'un des pires, sinon le pire des épisodes des Balkans. Les Serbo-bosniaques orthodoxes et les Croates catholiques de Bosnie sont entrés en guerre pour le contrôle des ressources et du territoire. Les Bosniaques de confession musulmane luttaient eux pour leur survie. La situation a tourné à l'avantage des Serbes de Bosnie avec la moitié du pays sous leur contrôle. Ils proclamèrent alors la Republika Srpska. Cette domination serbe força les Croates de Bosnie et les Bosniaques musulmans à former une alliance pour jouer à armes égales avec leurs adversaires communs. La guerre des Balkans est une guerre sale, en particulier le théâtre bosniaque. Alors pas qu'il y ait des guerres propres, mais les atrocités commises par les belligérants de cette guerre sont particulièrement brutales. Les 3 camps n'ont pas hésité à avoir recours à des politiques d'extermination. Mais peu à peu, les Serbes de Bosnie ont gagné du terrain et sont parvenus à assiéger la capitale, Sarajevo, durant plus de 2 ans. Des bombardements quotidiens et des tireurs embusqués ont fait des milliers de victimes parmi les civils. Mais la palme de l'horreur revient à Srebrenica. Du 11 au 16 juillet 95, plus de 8000 hommes adultes et adolescents musulmans furent massacrés par l'armée serbe de Bosnie, commandée par Ratko Mladic. Cet acte génocidaire poussa l'OTAN à intervenir. L'opération Deliberate Force, une campagne aérienne qui dura 3 semaines. Les pertes subies par la Republika Srpska l'obligea à s'asseoir à la table des négociations après 3 ans et demi de guerre et plus de 100 000 morts. Les représentants des 3 camps ont négocié le traité durant 21 jours dans l'Ohio à Dayton. Des accords parrainés par les États-Unis mais signés à Paris. Tout a été revu dans le moindre détail, jusqu'à la répartition des tout petits villages. Aujourd'hui, la Bosnie-Herzégovine est composée du territoire qui fut autrefois la Republika Srpska, donc à majorité serbe, et de la Fédération de Bosnie et Herzégovine, à majorité musulmane, mais avec une minorité croate importante. C'est anecdotique, mais il y a aussi une 3e entité, le district de Brčko au nord-est et qui est sous mandat des Nations Unies. Bref, le territoire de la Fédération de Bosnie et Herzégovine est divisé en 10 cantons. 5 d'entre eux comptent sur une majorité bosniaque, 3 sur une majorité croate et les 2 restants sont mixtes. Ce qui reste de la Republika Srpska, quant à elle, divisée en 6 régions administratives. Les frontières internes bosniaques sont donc très compliquées. Donc, on a sur la carte d'un côté la Fédération de Bosnie et Herzégovine, de l'autre la Republika Srpska. Celle-ci montre les 10 cantons de la fédération uniquement. Cette
C'est un peu brouillon. Et l'une des conséquences auxquelles on pense pas forcément, c'est l'impact sur le réseau d'infrastructures. Il y a une ségrégation territoriale. Les pôles urbains sont reliés en fonction des ethnies. Un exemple, il y a 139 km entre Banja Luka, la capitale de la Republika Srpska, et Sarajevo, la capitale du pays. Le chemin le plus direct fait 190 km et ça prend 3 heures. Cette ségrégation, on la retrouve aussi en politique et même dans le milieu scolaire. C'est une ségrégation de fait et non une politique volontaire. Un peu comme en Irlande du Nord où les protestants et les catholiques vivent séparés. En Bosnie-Herzégovine, elle se manifeste par un président, en fait un représentant pour chacun des 3 groupes ethniques. Ces présidents se relaient tous les 8 mois. Bon, c'est effectivement inhabituel, mais est-ce que ça marche ? Une gouvernance bordélique. Avant la guerre des Balkans, la Bosnie comptait 4 millions d'habitants. Aujourd'hui, entre les réfugiés, les morts et ceux qui ont quitté le pays en quête de meilleures opportunités, la population du pays n'est plus que de 3 millions de personnes. Pour les gouverner, 3 présidents. En fait, le gouvernement bosniaque, ce sont un premier ministre, 12 premiers ministres régionaux et 14 chambres parlementaires composées de plus de 700 députés. Je vous mets un lien en bio pour avoir une infographie plus détaillée. Et comme on pouvait s'y attendre, on est loin de l'efficacité du système décentralisé suisse. On est plutôt dans la norme méditerranéenne, c'est-à-dire un bordel. Évidemment, la qualité des services publics reflète cette anarchie institutionnelle. Les élus reproduisent les mêmes erreurs et les mêmes discours de haine d'il y a 30 ans. Forcément, toutes les conditions sont réunies pour pousser la jeunesse bosniaque à émigrer, accentuant d'autant le vieillissement de la population. Les accords de Dayton ont été un échec en ce qu'ils n'ont pas permis de résoudre la source du conflit. Ils ont surtout été utiles à l'agenda nationaliste des parties prenantes et non pour l'intérêt général. Tous les ingrédients sont là pour que la poudrière des Balkans s'embrase à nouveau, surtout avec le soutien appuyé de Poutine aux nationalistes serbes de Bosnie pro-sécessionnistes. En décembre de l'année dernière, le Parlement de la Republika Srpska a voté son désengagement progressif des forces armées, du système judiciaire et du système fiscal bosniaque. C'est cette déclaration d'intention qui a motivé les États-Unis et le Royaume-Uni à imposer des sanctions contre le gouvernement de Milorad Dodik, le représentant serbe à la présidence tournante. Ce dernier avait laissé entendre que les Serbes de Bosnie solliciteraient le soutien du Kremlin si l'OTAN intervenait en Bosnie-Herzégovine. Et c'est pas son premier coup d'éclat. Or, ce qui semblait être une simple provocation a complètement changé de dimension depuis l'invasion russe de l'Ukraine. Le chef des Serbes de Bosnie, Dodik, affirme que la guerre en Ukraine a retardé le plan de sécession. Pour l'instant, ce projet a été reporté de 6 mois, mais ce plan implique que la Republika Srpska adoptera bientôt son propre système judiciaire, financé par ses propres impôts et protégé par sa propre armée. On n'est pas loin de voir le pays imploser à nouveau, comme il y a 30 ans. Par contre, les Serbes de Bosnie ne sont pas les seuls responsables de ces tensions. Les Croates de Bosnie se plaignent depuis des décennies que n'importe quel citoyen de la Fédération de Bosnie et Herzégovine peut participer aux élections pour élire le représentant croate à la présidence du pays. Ça veut dire que même les musulmans bosniaques ont voix au chapitre, ce qui dérange les nationalistes bosno-croates qui considèrent que le vote est biaisé par l'agenda de la communauté musulmane de Bosnie. Ces protestations s'intensifient particulièrement en ce moment, vu que le représentant des Croates de Bosnie à la présidence appartient à une mouvance modérée plutôt que nationaliste. Aujourd'hui, les partis nationalistes bosno-croates unissent leurs forces pour exiger des modifications de la loi électorale. Pour se faire entendre, ils menacent de boycotter les élections législatives qui se tiendront en octobre prochain. Les Croates de Bosnie affirment qu'ils comptent faire pression concernant leur propre région, à moins que la loi électorale ne change. Bosnie-Herzégovine, l'OHR, recule sur la loi électorale mais pose un ultimatum. Mis sous pression par 3 jours de manifestations à Sarajevo, le haut représentant international OHR en Bosnie-Herzégovine n'a imposé que des modifications techniques à la loi électorale. Mais il enjoint aux politiciens bosniaques et croates de trouver un accord d'ici les élections d'octobre, menaçant d'utiliser à nouveau les pouvoirs de Bonn pour imposer des changements significatifs. La Bosnie-Herzégovine est en train de traverser une crise politique qui pourrait dégénérer en un nouveau conflit armé. Sa classe dirigeante mise sur l'ethno-nationalisme, une crise alimentée par ses voisins, Serbie et la Croatie. Vous vous rappelez de cette petite bande de terre de 20 km de large qui avait été cédée à l'Empire ottoman par la République de Raguse avant de devenir un territoire bosniaque? Elle vient tout compliquer. Le pont de la discorde. Ça va faire 6 ans que la Bosnie-Herzégovine a demandé à adhérer à l'Union Européenne. À ce jour, Bruxelles ne leur a même pas accordé le statut de candidat officiel. L'UE s'est contentée d'indiquer 14 réformes prioritaires à mener. Celles-ci concernent surtout son système judiciaire, la garantie des libertés et des droits fondamentaux et la lutte contre la corruption. Depuis, sur les 14 demandées par Bruxelles, Sarajevo n'en a accompli qu'une. La Bosnie-Herzégovine a encore un long chemin à parcourir avant de passer à l'étape suivante. Voilà ce qu'a dit il y a 2 mois le commissaire européen à l'élargissement et à la politique européenne de voisinage, Oliver Varhelyi. So
At this stage, I don't think we can talk about any negotiating framework. Bosnia-Herzegovina has to fulfill 14 priorities that have been laid out in our opinion and which was confirmed by the European Council at that time. We're still waiting the country to deliver on that. Alors oui, des rencontres avec les institutions européennes sont en cours, mais les tensions internes en Bosnie-Herzégovine rendent très difficile la mise en application des réformes exigées par Bruxelles. L'enthousiasme initial pour l'adhésion à l'Union européenne s'est transformé en sentiment de déception et de gâchis. La Bosnie-Herzégovine s'est fait griller la politesse par l'Ukraine et la Moldavie concernant l'obtention du statut de candidat officiel à l'adhésion à l'UE, un statut que Sarajevo essaie d'obtenir depuis plusieurs années. Mais comme un coup dur ne vient jamais seul. Contournement de la Bosnie, le pont massif destiné à révolutionner les voyages dans les Balkans. Les travaux du pont Pelješac ont commencé en 2007, mais l'ensemble du projet a ralenti suite à la crise économique de 2008. Les fonds qui finançaient ce pont se sont épuisés et le projet a été annulé en 2012. Mais la Croatie n'y a jamais renoncé. Elle veut absolument contourner le corridor de Neum. Aujourd'hui, la route qui traverse ce corridor s'étend sur 9 km à travers la Bosnie-Herzégovine. Jusqu'à présent, ça n'avait causé de soucis à personne. Les véhicules transitaient par cette voie et aucun contrôle d'identité ou de visa n'était requis pour traverser le corridor tant qu'aucune marchandise ou passager ne débarquait en territoire bosniaque. Mais à partir de 2024, la Croatie connaîtra un énorme progrès pour son industrie touristique. Le pays devrait entrer dans l'espace Schengen. L'une des conditions requises pour l'adhésion à l'espace Schengen, c'est que les voyageurs et leurs véhicules soient contrôlés à l'entrée et à la sortie de cet espace. Or, la Croatie a exclu l'installation d'un point de contrôle de part et d'autre du corridor de Neum car ça serait un cauchemar logistique pour gérer les hypothétiques embouteillages qui en résulteraient. C'est pour cette raison que la Croatie a décidé de reprendre le projet du pont de Pelješac. Et en plus, durant la pandémie, les Croates qui souhaitaient emprunter le corridor de Neum étaient contraints de se plier aux restrictions imposées par la Bosnie. Raison de plus pour aller de l'avant avec le pont de Pelješac qui vient tout juste d'être achevé avec l'aide de 2 partenaires majeurs. Pont de Pelješac en Croatie, financé par l'Union européenne, construit par la Chine. Bruxelles a contribué au projet à hauteur de 85% des 430 millions d'euros nécessaires pour la construction de cette infrastructure. Le pont de Pelješac a été inauguré le 26 juillet 2022. À présent que ce pont de 2,4 km est opérationnel, il n'est plus nécessaire pour les touristes qui se rendent ou qui partent de Dubrovnik de traverser le corridor de Neum. Le financement par l'Union européenne du pont est un message clair à Sarajevo. L'Union européenne traîne les pieds face à une éventuelle adhésion de la Bosnie-Herzégovine. Et pour compliquer le tout, l'UE a déployé des forces armées, la force européenne Altea, qui prend le relais de l'OTAN et se charge de vérifier l'application des accords de Dayton. La Bosnie-Herzégovine est un pays sous tutelle. En plus de la mission militaire européenne, il y a aussi un haut représentant international, l'Allemand Christian Schmidt. L'économie du pays survit grâce aux envois de fonds des émigrés en Allemagne. Ça explique partiellement pourquoi la monnaie est passée du dinar aux marques convertibles. Donc ce haut représentant, il est même capable de promulguer des lois par décret, un peu comme un président. Mais c'est pas un hasard. La constitution bosniaque est une annexe des accords de Dayton. Depuis juillet 2021, le gouvernement de la Fédération de Bosnie et Herzégovine est paralysé. Heureusement, les prochaines élections d'octobre devraient permettre de débloquer la situation. À toi, est-ce que, à ton avis, c'est la faute de l'UE de faire miroiter une possible adhésion à la Bosnie? Ou est-ce que la Bosnie-Herzégovine a fait preuve de négligence et de laisser-aller concernant les réformes que lui avait demandé Bruxelles? Ou est-ce que c'est l'unité même du pays qui est complètement artificielle après des accords de Dayton complètement hors sujet? Dis-nous ce que t'en penses dans les commentaires et on se dit à la prochaine.